Quand on regarde l'histoire des idées, et qu'on regarde comment les penseurs, les physiciens et tous ceux qui s'intéressent à la question du temps ont abordé cette question, on voit que c'est une question qui maintient en tension la science la plus froide et la pensée la plus chaude. Et dans ces cas-là, ça fait quelque chose, ça fait un mélange qui ne donne pas le même résultat que les robinets, c'est-à-dire ça ne fait pas du tiède. Ça fait au contraire un mélange presque explosif. Et on peut se demander si les démarches que nous mettons en œuvre pour essayer de saisir le temps vont aboutir ou pas. Est-ce qu'un jour on va trouver la vérité du temps, ou est-ce qu'on est condamné soit à se tromper, soit à tourner autour du pot sans pouvoir saisir la véritable essence du temps. Bon, ça c'est une question qui est posée. Et il y a des gens qui disent que même quand nous saurons ce que comprendre veut dire, le temps nous apparaîtra toujours comme un mystère. Et puis il y a ceux qui disent que bientôt, grâce à la théorie du tout, à la théorie des cordes ou autre chose, la véritable nature du temps nous apparaîtra. Ce que je voudrais d'abord faire, c'est vous montrer que quand on veut répondre à cette question, on peut choisir la facilité. Et il y a trois types de facilité. La première, c'est celle qui peut être la facilité pour les philosophes. La deuxième, c'est une facilité pour les ingénieurs ou les physiciens. Et la troisième facilité, c'est une facilité pour nous tous. Alors la facilité pour les philosophes, ça consiste à se laisser aller à une sorte d'adulation des références. Et donc on dit que tel grand penseur, par exemple Aristote, ou Kant, ou Heidegger, ou qui vous voulez, a résolu la question du temps. Et vous pouvez passer votre vie à citer ce penseur en disant voilà ce qu'il a dit, et c'est donc la vérité définitive du temps. C'est une facilité, mais on peut la pratiquer sans rencontrer trop de difficultés dans le système universitaire français. D'accord ? La deuxième facilité, ça consiste pour l'ingénieur ou le physicien, à dire que le temps, c'est le paramètre T. Voilà, c'est tout. D'accord ? Et une fois que on a mathématisé le temps, donc là c'est plutôt l'adulation des mathématiques, on a fait du temps un paramètre mathématique, et cette mathématisation, par elle-même, va résoudre de façon automatique, en examinant le statut mathématique de cette variable, toutes les questions que nous pouvons nous poser à propos du temps. D'accord ? Troisième facilité, celle qui nous touche tous, quelle que soit notre formation, ça consiste à dire que le temps, c'est ce que montrent nos montres. D'accord ? Et c'est d'ailleurs à peu près ce que tout le monde pense. D'accord ? Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que ces trois facilités, en fait, sont des pièges, qu'il faut donc les abandonner. Mais abandonner les facilités, c'est affronter les difficultés. D'accord ? Et donc, on va commencer par faire la liste des difficultés ou des obstacles qui se présentent à quiconque veut s'intéresser à la question du temps. Je vais en évoquer quatre difficultés, parce qu'on a peu de temps, puis il y a la deuxième mi-temps, mais en fait il y en a beaucoup plus. D'accord ? Je vais parler des quatre principales. La première difficulté, c'est, comme l'a dit Fabienne Chauvière, le fait qu'il n'est pas possible de définir le temps. C'est donc une difficulté qui tient aux lacunes du langage, ou à l'impuissance du langage, ou à ce que les philosophes appellent les apories du langage, les contradictions du langage. Alors vous allez me dire, mais si, il y a des définitions du temps. Aristote en a proposé une, Platon également, et pratiquement chacun a sa définition du temps. Mais si vous la prenez pour l'examiner, vous verrez assez rapidement qu'elle présuppose le temps qu'elle veut définir. Donc ça n'est pas une définition, c'est une métaphore ou une tautologie. C'est-à-dire qu'on définit le temps à partir de lui-même, et ce procédé-là ne constitue pas une définition. Alors je prends un seul exemple, la définition que propose par exemple, non pas un philosophe mais un écrivain, Georges Giono, qui dit « Le temps, c'est ce qui passe quand rien ne se passe. Quand rien ne se passe, il y a quand même du temps qui passe. » C'est une définition intéressante, peut-être qu'on y reviendra. Je remarque simplement pour l'instant qu'elle présuppose l'idée de passage qu'on identifie en général comme la signature même de la temporalité. D'accord ? Donc à partir du moment où vous dites que le temps passe, vous renvoyez le temps à lui-même qui a comme propriété principale de passer. Donc vous ne l'avez pas défini, vous l'avez dit, d'une façon qui est métaphorique et qui ne dérive pas le concept de temps
d'un concept qui serait plus fondamental que le temps. Comme disait Blaise Pascal, le temps est un mot primitif. D'accord ? C'est-à-dire c'est un mot qu'on ne peut pas dériver d'un concept plus profond que lui. Et d'ailleurs, c'est pas nécessaire puisque tout le monde comprend de quoi l'on parle lorsque l'on parle de temps. Quand je prononce le mot temps, vous savez de quoi il va être question. Le problème, c'est que si vous me demandez ce que c'est ou comment le définir, là, on va tomber sur des difficultés. Mais c'est un mot qui parle à tout le monde, même alors même qu'il n'a jamais été défini. D'accord ? Donc, première difficulté, il va falloir penser un concept, si tant est que ce soit un concept, que nous ne sommes pas capables de définir. Ça n'empêche pas le mot temps de donner lieu à une polyphonie fulgurante. C'est-à-dire que nous utilisons le mot temps pour dire des tas de choses qui en fait n'ont pas grand-chose à voir avec le temps. Je suis allé dans un bar et j'ai noté sur cette feuille toutes les expressions que j'ai entendues autour de moi qui contenaient le mot temps. D'accord ? Je vous les lis. J'ai manqué de temps. Bon, ça, phrase banale qu'on dit 5 fois par jour. Le temps me tue. Donc le temps est un assassin. J'ai tué le temps. Alors, comme le disait Sioran, on doit pouvoir s'entendre entre assassins. J'ai payé de mon temps. Le temps presse. J'ai fait mon temps. Je suis de mon temps. Je suis dans les temps. C'était le bon temps. J'ai fait un bon temps au marathon. C'est pas le même sens dans les deux phrases. Il est temps de partir. Autant pour tout, autant pour moi. Le temps me pèse. Je n'ai pas le temps. J'ai fait deux choses en même temps, etc. Et quand vous reprenez ces phrases, vous remarquez qu'à chaque fois que le mot temps est utilisé, vous pourriez le remplacer par un autre mot plus précis. Mais c'est le mot temps qu'on choisit. Et donc il faudrait, pour bien parler du temps, procéder à ce que Yankelevitch, un philosophe qui a beaucoup traité de ces questions, appelait un nettoyage de la situation verbale. D'accord ? Ce qu'on pourrait appeler une critique du langage, plus prosaïquement. D'accord ? Et quand vous regardez l'intersection des sens qu'a le mot temps dans toutes les phrases que je viens de citer, vous verrez que c'est une intersection vide. Donc il n'y a pas de définition dure du temps au sens d'un noyau dur, qu'on pourrait isoler en regardant quel est le plus petit commun diviseur de toutes les expressions qu'on a utilisées. Et pire que ça, quand vous prenez une seule expression, si vous en faites l'analyse, vous allez tomber sur des bizarreries ou des problèmes. Par exemple, si je prends la phrase « je n'ai pas le temps », qu'est-ce que ça veut dire « je n'ai pas le temps » ? Ça veut dire que la durée qui vous serait nécessaire pour faire ce qu'on vous demande de faire, vous ne l'avez pas. D'accord ? Donc là, le mot temps pourrait être remplacé par liberté sans que ça change le sens de la phrase. Mais pourquoi vous n'avez pas cette durée ? C'est parce que le temps, en passant, contraint votre emploi du temps. D'accord ? Donc si vous dites que vous n'avez pas le temps, c'est parce qu'il y a du temps. Bon, vous voyez, on peut tomber comme ça sur des difficultés. Et puis remarquez que finalement, le mot temps nous sert aussi bien à dire la succession et la simultanéité, la durée et le changement, l'époque et le devenir, l'attente et l'usure, le vieillissement et la vieillesse, et même l'argent et la mort. Donc vous voyez le nombre de choses qui, en principe, n'ont rien à voir les unes avec les autres, qu'on peut dire par le mot temps. Donc, ce qu'il faudrait apprendre à faire, c'est adopter une attitude déflationniste à l'égard d'un mot dont le caractère particulièrement vague nourrit les perplexités et entretient les confusions. Et ça vient en particulier du fait que notre langage s'est sédimenté au cours des âges, qui n'a nullement été modifié par les révolutions de la physique notamment, et que finalement, dans la vie quotidienne, nous parlons du temps exactement comme on en parlait avant Galilée, c'est-à-dire avant le premier physicien qui a introduit le paramètre temps pour décrire une loi naturelle qui était la chute des corps. D'accord ? Donc notre langage n'est pas modifié par les révolutions de la physique, notamment par celles qui modifient notre représentation du temps en physique. Et donc, si j'avais quand même à définir le temps, et je pense que pour le sujet de bac de ce matin, il fallait plus ou moins le définir, je dirais que on ne peut pas montrer le temps d'une façon positive.
Par contre, on peut dire ce qu'il n'est pas. Par exemple, dire que le temps, c'est pas la même chose que le changement. C'est a priori pas la même chose que le devenir, etc. C'est pas simplement la succession. Et puis dire que, il y a une définition que j'avais trouvée dans les latrines d'une brasserie munichoise en allemand, que j'ai traduite après, et que je la trouve assez... Je connais pas l'auteur, mais elle était écrite sur un mur, je l'ai recopiée. Et ça disait ceci: le temps, c'est le meilleur moyen qu'a trouvé la nature pour que tout ne se passe pas d'un seul coup. D'accord ? Donc déjà, ça donne l'idée que le temps a pour fonction principale de produire de la durée. C'est-à-dire de faire en sorte que chaque instant présent soit remplacé par un nouvel instant présent. D'accord ? Ce travail de renouvellement du présent, c'est le temps qui le fait, et ça permet que tout ne se passe pas d'un seul coup. D'accord ? Mais moi, ce que je vais vous montrer, c'est que le temps, c'est ce que j'appellerais une prison à roulettes. D'accord ? Prison parce qu'on va voir qu'on est emprisonné dans l'instant présent et que du coup le temps pour nous se présente comme une prison. À roulette parce qu'il avance. Toute la question étant de savoir qui pousse. D'accord ? Et moi je vais vous dire des choses et puis la semaine prochaine, Marc Lachaiseray, qui parlera plutôt de la relativité générale, vous dira exactement le contraire. D'accord ? Il sait ce que je vais dire, parce qu'on en parle depuis des années, et je sais ce qu'il va dire. Donc, il n'y a pas de problème. Puis je viendrai pour essayer une nouvelle fois de lui montrer qu'il parle trop rapidement. Bon. Donc, premier obstacle, c'est l'obstacle lié au langage. Deuxième obstacle, c'est ce que j'appellerais la surdétermination de la pensée par le langage. C'est un peu compliqué, mais c'est donc une difficulté qui est liée à la première. Et qui tient à ce que, comme je viens de l'expliquer, le langage ne nous dit pas précisément ce qu'est le temps, mais ça ne l'empêche pas d'être éloquent. C'est-à-dire que notre façon de parler du temps, ou notre façon de dire le temps, formate notre pensée du temps. D'accord ? Et quand on examine la façon dont nous parlons dans la vie quotidienne du temps, ça dit des choses sur ce que nous pensons du temps. Donc le langage qui est imprécis, en même temps, fixe nos représentations du temps dans des images, ou dans des locutions, dans des expressions, qui peut-être conduisent à le penser d'une façon fausse. Par exemple, le seul fait d'avoir substantivé le mot temps, c'est-à-dire d'avoir inventé un mot qui dit le temps, chose que les Chinois, par exemple, n'ont pas faite, le fait d'avoir inventé un substantif pour dire le temps pose la question de quelle substance est-il fait. D'accord ? Et vous avez des philosophes comme Wittgenstein qui expliquent que tous les problèmes que nous posons à propos du temps sont, pour la majorité d'entre eux, liés au fait que nous avons substantivé le temps. Et donc le mot que nous utilisons va engager des expressions, des problèmes, qui sont tout entiers déterminés par le mot et pas par le temps. D'accord ? Alors je vais vous donner un exemple de phrase qui, peut-être, nous trompe. La phrase toute simple, c'est « le temps passe ». Tout le monde est d'accord pour dire que le temps passe. Et on dira même que ce qui fait que le temps est le temps par rapport à l'espace, ce qui le distingue de l'espace, c'est le fait qu'il passe. L'espace ne passe pas, le temps passe. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai que le temps passe ? Alors vous allez me dire c'est évident que le temps passe, puisque les trois moments du temps, qui sont le futur, le présent, le passé, se succèdent les uns les autres, de sorte qu'il y a un passage qu'on appelle précisément le passage du temps. D'accord ? Donc je suis d'accord pour dire que, effectivement, le futur devient présent, le présent devient passé. Peut-être d'ailleurs le passé, est-ce qu'il passe ? Ben non, parce qu'il est passé. D'accord ? Donc sur les trois moments du temps, il y en a déjà un qui passe plus. Mais je mets ce détail de côté et j'admets qu'effectivement, le passage du futur au présent puis au passé constitue ce qu'on résume par la formule « le temps passe ». Est-ce que cette formule est vraiment justifiée ? Est-ce qu'on a le droit de dire, sous prétexte que les moments du temps se succèdent, que le temps lui-même passe ? Si je dis que la fonction principale, essentielle du temps, c'est de renouveler l'instant présent, vous m'accorderez que ce travail de renouvellement de l'instant présent ne cesse pas. D'accord ? Or, qu'est-ce que fait ce travail de renouvellement de l'instant présent ?
qu'est-ce que fait le fait qu'à chaque instant présent, il y a à nouveau du temps et de la réalité? Eh bien, c'est que le temps, en fait passer la réalité. Mais comme la réalité qu'il fait passer ne cesse pas de passer, le temps qu'il a fait passer ne passe pas. D'accord? Donc, tout ça pour dire qu'on peut tout à fait défendre l'idée, d'ailleurs c'est ce que fera Marc Lachiaiseray, je pense, la semaine prochaine, il vous expliquera, que le temps ne passe pas, et en plus, il n'existe pas. Donc, ça règle le problème de deux façons. Donc, on peut tout à fait défendre l'idée que la seule chose dans l'univers qui ne passe pas, c'est le temps. Et pourtant, on dit que le temps passe. D'accord? Et pourquoi est-ce qu'on le dit? C'est parce qu'on commet une sorte d'erreur assez classique qui consiste à confondre l'objet et sa fonction. La fonction du temps, ça n'est pas de passer, mais de faire passer la réalité. De la même façon que la fonction d'un chemin, ça n'est pas de cheminer, mais de permettre à des promeneurs de cheminer. La fonction d'un cahier à musique, ça n'est pas de chanter, ça permet à des chanteurs de chanter. D'accord? Donc plutôt dire que le temps passe, c'est commettre la même erreur que celle que nous commettrions si nous disions qu'un cahier à musique chante ou qu'un chemin chemine. D'accord? C'est confondre l'objet et sa fonction. D'accord? Et d'ailleurs, pour aller plus loin, je sors justement d'une conférence à l'école normale qui a été donnée par Francis Wolff, un philosophe, qui défend l'idée, qu'on est tout à fait prêt à suivre, que la seule chose dans l'univers qui échappe au devenir, c'est le temps. D'accord? Le temps n'évolue pas. Il fait toujours la même chose. Et si vous prenez la physique de Newton, les instants du temps dans la physique newtonienne ont tous le même statut. Ils correspondent à des situations dans lesquelles les lois physiques sont identiques, etc. Donc c'est un temps qui ne subit pas d'évolution du fait du passage du temps. Donc le temps n'est pas soumis au devenir. Je ne vais pas passer trop de temps sur ces difficultés parce qu'il faudra quand même venir au sujet. Mais je ne veux pas embrayer directement sur le temps sans avoir dit ce que c'était, parce qu'en fait, personne ne commence ses exposés en disant ce qu'il entend par temps. Du coup, ça fait de la cacophonie. Et j'aimerais autant qu'on évite ça ce soir. D'accord ? Troisième difficulté, c'est les pièges des analogies. Parce que vous avez des gens qui disent « Ah oui, le langage est impuissant à dire le temps, etc. » Ça n'est pas en examinant la façon dont nous parlons du temps que nous pourrons saisir la vérité du temps, etc. Donc, essayons de penser le temps sans les mots, c'est-à-dire sans le langage. Et la technique pour le faire, c'est évidemment d'utiliser des analogies ou des métaphores éclairantes. Et évidemment, la métaphore qui vient à l'esprit, c'est celle du fleuve. Héraclite, 2500 ans, 5 siècles avant Jésus-Christ, cette idée que le temps est un écoulement qui avance, en quelque sorte, de la même façon qu'un fleuve par rapport à ses berges, ou par rapport à son lit. D'accord ? Et ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui encore, c'est la métaphore du fleuve qui nous sert le plus souvent pour dire ce que nous savons du temps. Le temps coule, le fleuve s'écoule, c'est des correspondances quasiment directes. Le problème, c'est que cette métaphore du fleuve nous conduit à attribuer au temps les propriétés qu'ont les fleuves. Or, sans passer trop de temps sur la question, on peut montrer que le temps ne peut pas avoir les propriétés qu'ont les fleuves. Autrement dit, quand on compare le temps à un fleuve, eh bien, l'image du fleuve va charrier avec elle ce qu'on pourrait appeler des a priori clandestins, c'est-à-dire va charger des caractéristiques qui sont propres au fleuve et qui n'appartiennent pas au temps. Exemple trivial, la vitesse. Alors je sais que la radio, tous les jours, nous dit que le temps passe de plus en plus vite. Donc le temps, non seulement a une vitesse, mais a une accélération. D'accord ? Je vous demande juste, pendant 2 minutes, de réfléchir à ce que pourrait être la vitesse du temps. Les élèves de terminale savent, même avant, je crois, que une vitesse, c'est une dérivée par rapport au temps. D'accord ? Donc la vitesse du temps est un concept impossible à fonder. Si vous vouliez vraiment définir la vitesse du temps, vous pourriez dire que le temps, c'est cette chose qui avance de 24 heures toutes les 24 heures. Et vous seriez bien avancé. D'accord ? C'est-à-dire, c'est une aberration. On ne peut pas parler d'une vitesse du temps. C'est un concept qui n'a pas d'équivalent dans la physique et qui ne correspond qu'à des images fausses, parce que dans le cas du fleuve, évidemment, on peut définir une vitesse d'écoulement. Dans le cas du temps, non. Donc quand vous dites que le temps passe vite, ce que vous voulez dire, c'est ce qui se passe dans le temps passe vite, mais pas le temps lui-même. D'accord ?
Autre façon de voir que cette image du fleuve contient des problèmes, c'est que le fleuve, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'écoule dans un lit qui ne s'écoule pas. D'ailleurs, pour dire l'écoulement de quelque chose, il faut se référer à quelque chose qui ne s'écoule pas. D'accord ? Mais alors, dans le cas du temps, c'est quoi ? Dans quoi le temps s'écoule-t-il s'il s'écoule ? Eh bien, il s'écoule dans quelque chose qui ne s'écoule pas. Et donc, pour dire l'écoulement du temps, vous êtes condamné à imaginer l'existence d'un non-temps. C'était pas le but. Le but, c'était de dire l'écoulement du temps, et ça vous oblige à mettre en scène quelque chose dans lequel le temps s'écoule et qui lui-même ne s'écoule pas. D'accord ? Donc le temps se trouve rivé, c'est le cas de le dire, à son contraire, le non-temps. Et enfin, quatrième obstacle, c'est le plus grave, parce que pour l'instant on était dans une sorte de jeu avec les mots, mais l'obstacle, la difficulté la plus grave, c'est que notre façon de parler du temps nous conduit, de façon inconsciente, à lui attribuer les propriétés de ce qui se passe dans le temps. Je veux dire par là que lorsque nous voyons autour de nous des phénomènes périodiques, eh bien nous disons que le temps lui-même est périodique. Les événements se répètent, donc le temps se répète. Quand nous voyons que nos vies sont de plus en plus rapides, que la production est de plus en plus importante, etc., eh bien nous disons que c'est le temps lui-même qui s'accélère. D'accord ? Ce qui s'accélère, c'est pas le temps, comme je l'ai dit, mais ce qui se passe dans le temps. Mais on a tendance à attribuer au temps les propriétés, toutes les propriétés de ce qui se passe dans le temps. D'accord ? Et la question que je voudrais un petit peu discuter ce soir, c'est est-ce qu'on a raison de le faire ? C'est-à-dire, est-ce que le temps a vraiment les propriétés des phénomènes temporels ? C'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est la question centrale à propos du temps. C'est quel est le lien entre le temps et les phénomènes temporels ? Alors, c'est pas la peine d'essayer d'y répondre dans l'absolu. Ce qu'il faut faire, c'est prendre une théorie physique, par exemple la mécanique de Newton, et répondre à cette question dans le cadre de la théorie de Newton. Et puis ensuite, reprendre la même question et voir comment une autre théorie, par exemple la relativité d'Einstein, répond à cette question. Puis on prend la relativité générale, et puis on prend la théorie des cordes. Mais c'est pas la peine d'essayer de résoudre cette question dans l'air. On ne peut le faire que dans le cadre d'une théorie physique donnée, ou d'un système philosophique donné, parce que les philosophes ont aussi une façon d'argumenter qui leur est propre et qui peut permettre de répondre à ce genre de questions. D'accord ? Mais pour dire ce que je veux dire, c'est que notre langage ne pose même plus la question. Notre langage dit que le temps et les phénomènes temporels, c'est la même chose, alors que, à mon avis, il faut faire un examen dans toutes les situations théoriques que j'ai rapidement évoquées, des réponses possibles à cette question. Mais aujourd'hui, il y a des colloques sur le temps, il y en a eu beaucoup en l'an 2000, pour des raisons d'ailleurs... pourquoi est-ce qu'en l'an 2000, on a fait plein de colloques en France sur le temps ? Il y en a eu 143 sur le territoire national. Pourquoi en l'an 2000, on parle du temps ? En quoi l'an 2000 est-il une année où la question du temps est plus importante que les autres années, si ce n'est pour des raisons purement numérologiques ? Bon, je passe là-dessus. Mais ces colloques se sont tous déroulés selon le même plan, si vous voulez. Premier exposé, le temps cosmologique. Deuxième exposé, le temps des philosophes, quand même. Troisième exposé, le temps physique, qui est peut-être pas la même chose que le temps cosmologique. Puis le temps psychologique. Puis comme Allègre était ministre à l'époque, on avait le temps géologique. Et puis etc. Autrement dit, on invente autant de temps qu'il y a de phénomènes temporels. Mais c'est proliférant comme système. D'accord ? Si à chaque fois qu'il y a une nouvelle activité ou un nouveau type de phénomène qui se manifeste, par exemple des phénomènes chaotiques, eh ben on va dire le temps est chaotique, etc. Et vous avez 20 milliards de temps qui s'écoulent les uns à côté des autres, avec chacun des caractéristiques propres qui reflètent les caractéristiques des phénomènes qui se déroulent dans ces temps-là. D'accord ? Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que ces abus de langage sont trompeurs, qu'il n'existe qu'un seul temps, le temps physique, dans lequel se déroulent des phénomènes dont les temporalités sont différentes. Les phénomènes chimiques ont sans doute des temporalités qui leur sont propres, les phénomènes psychologiques également, les phénomènes géologiques également, ils ont des temporalités qui leur sont propres, mais ils se déroulent tous dans le même temps, qui est le temps physique. Alors,
Faisons un petit peu d'histoire, parce que maintenant j'ai parlé de ces 4 difficultés, il faut les avoir en tête, et puis on verra comment on les retrouve au cours de l'exposé. D'accord ? Donc le premier qui a introduit le concept de temps en physique, c'est Galilée. En 1604, à propos de la chute des corps, il a montré que la vitesse d'un corps qui tombe est proportionnelle à la durée de la chute. C'était la première fois que le paramètre t intervenait dans une équation. D'accord ? Et tout ça pour dire que on peut avoir mesuré les durées pendant des millénaires, comme nous l'avons fait en Occident, comme les Chinois l'ont fait mieux que nous et avant nous, sans jamais être amené à imaginer le concept de temps. D'accord ? Les gens s'imaginent que dès lors qu'on mesure les durées par des horloges, des gnomons, des horloges mécaniques, c'était déjà le cas du temps de Galilée, ou il y a des clepsydres, etc., on a déjà l'idée de temps. Pas du tout. D'accord ? Les Chinois mesurent les durées depuis des millénaires, ils n'ont pas forgé le concept de temps au sens d'un fil unitaire, homogène, par rapport auquel on pourrait dater tous les événements passés et à venir. Cette espèce d'abstraction-là, c'est une invention extrêmement tardive, qui date de 4 siècles, qui a été faite par Galilée, et surtout qui a été formalisée par Newton. Parce que c'est Newton qui va reprendre l'argumentaire de Galilée, qui va le généraliser dans les Principia, et il va définir un temps physique qui est écrit par un nombre à une dimension, un nombre réel, comme on dit aujourd'hui, d'accord, qui s'écoule uniformément du passé vers l'avenir, c'est ce qu'il dit. Uniformément, ça veut dire à vitesse constante. D'accord, etc. Donc c'est un fil, si vous voulez, orienté, c'est-à-dire qu'on peut définir un cours du temps, comme Newton le fait dans les Principia. D'accord ? Et là, on tombe sur une situation intéressante, parce qu'une courbe à une dimension, quand vous tracez sur une feuille de papier une courbe à une dimension, vous pouvez tracer toutes les courbes que vous voulez. Celle que vous aurez tracée appartiendra à l'une ou l'autre de 2 familles. Soit la courbe sera refermée sur elle-même, soit elle ne sera pas refermée sur elle-même. Autrement dit, quand vous tracez une courbe à une dimension, vous la faites soit comme ceci, soit comme cela. Vous mettez une petite flèche qui désigne simplement le fait que le temps a un cours bien défini, il s'écoule uniformément du passé vers l'avenir, comme le dit Newton. D'accord ? Cette petite flèche, c'est précisément pas la flèche du temps, c'est autre chose, c'est ce qui désigne le cours du temps. On verra ça tout à l'heure. Et vous voyez que sans faire en déformant cette courbe de façon continue, vous arrivez à un segment de droite. D'accord ? En déformant cette courbe de façon continue, vous arrivez à un cercle. D'accord ? Donc à partir du moment où vous dites que le temps n'a qu'une dimension, il est soit linéaire, soit cyclique. Il n'y a pas d'autre possibilité. D'accord ? Alors, je sais bien que le temps cyclique est populaire, il était présent dans certaines religions, dans certains systèmes philosophiques. D'accord ? Et donc, normalement, les physiciens auraient dû choisir le temps cyclique, ne serait-ce que parce qu'ils accordaient un caractère un peu magique au cercle, qui est une figure parfaite. Dès que vous déformez un cercle, il devient moins beau. Donc c'est une figure qui était considérée comme parfaite et qui avait donc tous les arguments pour convaincre les physiciens que le temps, à une dimension, était nécessairement cyclique. En fait, ils ont choisi très rapidement, en gros au XVIIIe siècle, le temps linéaire. D'accord ? Et l'argument qui a joué historiquement, c'est le principe de causalité sur lequel je vais revenir. Mais déjà, il y a un argument logique. Imaginons qu'effectivement, le temps soit cyclique. C'est-à-dire, tout système, vous par exemple, vous parcourez un premier cycle, votre première vie, disons, vous mourrez, mais c'est pas grave parce que ça redémarre aussitôt. Donc la mort devient un événement relatif, disons, et vous démarrez un deuxième cycle. D'accord ? Et puis, etc. La question qu'il faut se poser, au moment où vous démarrez le deuxième cycle, c'est: est-ce que vous reconnaissez que vous êtes déjà passé par là ? Alors, vous démarrez le deuxième et vous voyez que, tiens, je suis déjà passé par ces endroits, je reconnais que mon premier cycle s'est déjà effectué dans les mêmes circonstances. D'accord ? À ce moment-là, vous ne vivez pas la même expérience que pour le premier cycle. Le premier cycle, c'était la découverte. Là, vous êtes dans la répétition et vous le savez. D'accord ? Ou bien, lorsque vous démarrez le deuxième cycle, vous avez un reset de votre mémoire, elle est remise à zéro.
D'accord? Et vous redémarrez le deuxième cycle exactement comme vous avez démarré le premier. À ce moment-là, vous ne savez pas que c'est un retour. D'accord? Donc que vous fassiez intervenir la mémoire ou que vous ne fassiez pas intervenir la mémoire, il est impossible de vivre à l'identique la même expérience, en ayant conscience de le faire. D'accord? Donc il y a un argument logique pour refuser l'idée d'un éternel retour, où on vivrait les choses de la même façon à l'identique. Et les physiciens ont choisi un temps linéaire, tout simplement parce que il garantit même le principe de causalité. Principe de causalité qui a été formulé par Leibniz, formulé de façon un peu plus précise par Kant, et qui dit grosso modo que tout phénomène est l'effet d'une cause qui le précède. Donc le principe de causalité explique que la cause d'un phénomène est nécessairement antérieure au phénomène lui-même. D'accord? Alors, ce que je vais vous raconter rapidement dans la suite de l'exposé, c'est que pendant toute l'histoire de la physique, donc disons de Newton jusqu'à la théorie des cordes, le principe de causalité est une contrainte qu'on applique aux représentations du temps. D'accord? C'est-à-dire on veut que notre façon de concevoir le temps garantisse le respect du principe de causalité. Parce que finalement, ce que le principe de causalité postule, et c'est pas grand-chose finalement, c'est l'inaltérabilité du passé. C'est-à-dire c'est un principe qui vous dit, une fois qu'une chose s'est passée, il sera éternellement vrai qu'elle s'est passée. D'accord? C'est-à-dire, vous ne pouvez pas modifier un événement qui a eu lieu. Vous pouvez faire en sorte qu'il n'y ait plus de traces, vous pouvez mentir, vous pouvez demander aux témoins de se taire, vous pouvez masquer les effets de cet événement, mais il sera éternellement vrai qu'il a eu lieu. Par exemple, si aujourd'hui, plutôt si hier vous aviez renversé une tasse de café, eh bien vous pouvez remplacer la tasse, racheter une tasse exactement identique, et puis faire en sorte qu'aujourd'hui, il n'en paraîtra plus rien. Mais ce que dit le principe de causalité, c'est que malgré tous ces stratagèmes, eh bien, il restera éternellement vrai qu'hier, dans l'histoire du monde, vous avez renversé une tasse de café. D'accord? Ce qui a eu lieu ne peut pas être défait. Et souvenez-vous de Descartes qui doutait de l'omnipotence divine. Descartes disait, il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est modifier le passé. D'accord? Donc le principe de causalité, c'est quelque chose, c'est presque une vérité de la palisse. Dans votre vie quotidienne, vous vivez comme si, effectivement, le passé ne pouvait pas être modifié. C'est ce qui permet à l'histoire, d'ailleurs. Il n'y aurait pas d'historien si le passé pouvait être modifié. Le discours sur le passé peut être modifié, ça, on le voit tous les jours. Mais le passé, non. D'accord? Eh bien, vous voyez que dans un temps cyclique, si ici j'ai un événement grand A, que j'appelle la cause d'un événement ultérieur qui s'appelle grand B. D'accord? Donc ça, c'est l'effet. A, c'est la cause. B, c'est l'effet. Vous voyez qu'en allant dans le futur de l'effet, je reviens dans le passé de la cause. D'accord? Donc, un effet peut rétroagir sur sa propre cause. Et il peut, par exemple, l'empêcher de se produire. À ce moment-là, en tant qu'effet, il devrait disparaître. D'accord? Par exemple, vous, en allant dans votre futur, dans un temps cyclique, vous pourriez rencontrer vos parents avant qu'ils se rencontrent. Et par exemple, empêcher votre mère de sortir le soir où elle a fait la connaissance de votre père. D'accord? Si vous faites ça et que vous êtes encore là, c'est qu'on vous a menti. D'accord? Donc, si vous croyez au principe de causalité, pas de temps cyclique, temps linéaire, donc il y a la cause A, l'effet B qui lui est postérieur, et parce que le temps est linéaire, l'effet ne peut plus jamais rétroagir sur sa propre cause, donc le passé est protégé. D'accord? Vous voyez d'ailleurs au passage que cette droite, c'est une sublimation de l'image du fleuve. D'accord? Donc je vous passe toutes les questions qu'on posait à propos du fleuve et qu'on pourrait continuer de poser à propos de cette droite. Par exemple, cette droite, dans quel espace est-ce que je l'ai tracée? Si je m'écarte de la droite, là, je vais juste à côté, je suis où? D'accord? Je laisse ça de côté. Le temps, quand je dis qu'il est linéaire, il ne faut pas imaginer que c'est une ligne droite qui se propage quelque part. Je dis qu'il est linéaire simplement pour signifier qu'on ne peut pas passer deux fois par le même instant. D'accord?
Donc si au bac de physique ou même de maths, les étudiants qui sont là remplacent sur leur diagramme le temps linéaire par une sinusoïde, par exemple, le prof va mettre 0, évidemment, mais il n'a pas le droit de mettre 0. C'est-à-dire que toutes les représentations du temps qui respectent le fait que la courbe ne repasse pas 2 fois par le même instant sont équivalentes à un temps linéaire. Alors s'il y a des biologistes dans la salle, ils vont me dire « ouais, mais dans biologie, on voit des cycles, il y a des rythmes biologiques, etc. » Et donc le temps, le vrai temps, c'est la combinaison d'un temps linéaire et d'un temps cyclique. D'accord ? Il faut penser les deux pour connaître la bonne configuration du temps. Donc en fait, les gens pensent que la combinaison d'un mouvement linéaire et d'un mouvement cyclique, c'est le mouvement dans l'espace d'une valve de chambre à air de vélo, le vélo roulant à vitesse constante. Vous connaissez ça ? Faites du vélo à vitesse constante, la valve de votre chambre à air, elle tourne sur la roue, mais le vélo avance, donc elle fait une trajectoire qui est comme ça, qui s'appelle la cycloïde, dont l'équation a été calculée par Pascal. Et bien la cycloïde, vous tirez dessus, ça fait une droite. Donc la combinaison d'un temps cyclique et d'un temps linéaire, ça fait un temps linéaire. D'accord ? Donc il peut y avoir des phénomènes cycliques dans le temps linéaire sans que le temps linéaire devienne lui-même soit une spirale, soit une cycloïde. D'accord ? D'ailleurs, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais vous allez voir, c'est le même argument que je viens d'évoquer qui interdit au temps d'être cyclique, principe de causalité, et qui en même temps permet qu'il y ait des cycles dans le temps. Parce que j'ai dit, le principe de causalité, c'est une cause A enclenche un effet ultérieur qui s'appelle B. Mais si la cause se répète, l'effet se répète, en vertu du principe de causalité. Donc le principe de causalité interdit que le temps soit cyclique, tout en permettant qu'il y ait des cycles dans le temps. D'accord ? Mais vous voyez on aurait eu tort de dire, s'il y a des phénomènes cycliques, comme la rotation de la Terre autour du Soleil, s'il y a des phénomènes cycliques, c'est que le temps lui-même est cyclique. Le fait qu'il y ait des phénomènes cycliques est la preuve que le temps n'est pas cyclique. Bon, c'est un peu compliqué peut-être, mais on va en rester là. Tiens. Voilà le temps. Non, voilà le temps selon Marc Lachaiseray. Voilà. Et voilà. Bon, alors sans refaire toute l'histoire de la physique, on va arriver au point important. Il y a eu le 19e siècle, la thermodynamique. Bon, c'est pas ça qui va m'intéresser ce soir, même s'il y a beaucoup de choses à dire. Ce que je vais essayer de traiter rapidement, c'est plutôt le 20e siècle. En 20e siècle, il y a eu deux révolutions importantes, on en a déjà parlé ici, la relativité d'Einstein, il y a même deux versions, Marc en parlera beaucoup plus que moi, et puis la physique quantique, qui est une révolution concernant la description de la matière à l'échelle microscopique. Bon. Comme vous le savez, la relativité restreinte de 1905, c'est une révolution en physique, puisque la représentation même du temps va être modifiée. D'accord ? Dans un référentiel comme cet amphithéâtre, on est tous d'accord pour dire qu'il y a d'une part l'espace, c'est ce qu'on mesure avec une règle, d'autre part le temps, c'est ce qu'on mesure avec les montres, disons. Et pour Newton, cette séparation entre l'espace et le temps, elle était absolue. Ce que montre Einstein en 1905, c'est que c'est pas vrai. La séparation entre l'espace et le temps, elle dépend de la vitesse de l'observateur par rapport au phénomène qui caractérise cette séparation. Donc par exemple, quelqu'un qui traverserait cette pièce à grande vitesse, il y a une partie de ce que j'appelle l'espace qu'il appellerait du temps, et une partie de ce que j'appelle le temps qu'il appellerait de l'espace. Mais la conversion serait jamais totale. Car vous ne pouvez pas transformer intégralement du temps en espace. C'est un morceau de temps qui devient de l'espace et un morceau d'espace qui devient du temps. D'accord ? Donc le temps, comme l'espace, ne sont plus absolus. Ils sont relatifs à la vitesse de l'observateur. D'accord ? Et je crois que vous l'avez expliqué quand on avait parlé de Einstein. Un des grands bouleversements de la relativité restreinte, c'est que l'idée de simultanéité est morte. Plutôt, le caractère absolu de la simultanéité disparaît. Vous pouvez, en relativité, définir des événements simultanés. Par exemple, si j'ai deux lampes, celle-ci et disons celle-là, deux lampes ici, je suis à égale distance des deux, il y a deux fils qui relient ces deux lampes à un interrupteur, j'appuie sur l'interrupteur, les deux lampes s'allument en même temps. Donc pour moi, il s'agit de deux événements simultanés. Ils n'ont pas lieu au même point de l'espace, mais ils ont lieu au même instant du temps pour moi. Et ce que montre Einstein, d'ailleurs en reprenant des arguments de Poincaré, c'est que c'est faux pour quelqu'un qui se déplace par rapport à moi. Quelqu'un qui traverserait la pièce en venant de ma gauche
verrait d'abord cette lampe s'allumer, puis celle-là, avec un écart qui va dépendre de sa vitesse, de la distance des fils, etc. S'il vient de ma droite, il verra d'abord celle-ci, puis celle-là. Bizarre. D'accord ? C'était simultané pour moi, et pour des observateurs, ça peut même, c'est plus simultané d'une part, et puis l'ordre de l'allumage de lampe peut être inversé selon qu'on regarde la situation d'un premier observateur ou d'un deuxième observateur. C'est comme si le temps, je n'allais pas dire n'existait pas, mais avait un sens arbitraire, comme s'il était purement produit par l'observateur. D'accord ? Et vous pourriez me dire, mais dans cette situation-là, la causalité est violée. Eh bien non, elle n'est pas violée. Alors pour voir comment ça se passe, on peut reprendre une deuxième expérience dans laquelle ça n'est plus moi qui appuie sur un bouton qui allume les deux lampes, c'est l'allumage de cette lampe qui, grâce à un fil électrique, va provoquer l'allumage de cette lampe. Donc les deux événements là ne sont plus simultanés. Il faut attendre que le signal ait le temps de se propager de la première lampe à la deuxième lampe. Donc je regarde l'expérience, cette lampe-ci s'allume, puis celle-là. Bon, pour moi, c'est pas simultané. Je regarde ce qui se passe pour un observateur qui traverse la pièce. Qu'est-ce qu'il va voir ? Il vient de ma gauche. Il verra d'abord celle-ci, puis celle-là. Bon. Avec un écart de temps qui ne sera pas le même que pour moi. Ça, c'est la relativité qu'il dit. Et puis maintenant, quelqu'un qui vient de ma droite, qu'est-ce qu'il va voir ? Qui vote pour celle-là ? Et il y a 4 vainqueurs qui gagnent le droit d'aller voir la deuxième mi-temps. Non, celui qui vient de la droite, il verra aussi celle-ci s'allumer en premier, puis celle-là. Ce qui veut dire que la relativité dit que lorsque la causalité est en jeu, c'est-à-dire quand la cause de l'allumage de celle-là, c'est l'allumage de celle-ci, cette chronologie entre la cause et l'effet, elle est la même pour tous les observateurs. Dans l'expérience initiale, c'est pas l'allumage de cette lampe qui était la cause de l'allumage de celle-là. C'était moi qui appuyais sur un bouton. Elles avaient une cause commune. D'accord ? Mais dès que vous introduisez la causalité entre un premier phénomène et un deuxième, la chronologie entre ces deux phénomènes est la même pour tous les observateurs. Ce qui va changer, c'est la durée qui sépare la cause de l'effet. D'accord ? Mais ça n'est vrai dans les équations d'Einstein qu'à une condition. Vous la connaissez ? Mais la condition, c'est que l'observateur, d'abord, il n'aille pas plus vite que la lumière, d'accord ? Et d'autre part, que le signal qui va de cette ampoule à celle-ci n'aille pas plus vite que la lumière. D'accord ? Conclusion. Einstein, qui croyait à la causalité, d'ailleurs tout le monde y croit, l'a inscrite dans la relativité, et la façon relativiste d'exprimer la causalité, c'est de dire qu'aucun signal qui transporte de l'énergie, par exemple, une particule, ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière dans le vide. D'accord ? Si une particule pouvait aller plus vite que la lumière dans le vide, alors, dans cette expérience-là, la causalité pourrait être violée. D'accord ? Donc je dis ça pour vous faire remarquer qu'en relativité, la causalité s'exprime sous la forme d'une interdiction ou d'une impossibilité. Il est impossible à un objet matériel d'aller plus vite que la lumière. Alors que chez Newton, la causalité s'exprimait simplement par le fait que le temps était orienté selon la ligne droite que je représentais tout à l'heure. Donc la causalité chez Newton, c'est le cours du temps est linéaire. Il est orienté et linéaire. En relativité, c'est on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. D'accord ? Mais vous pourriez me dire, un jour, on va trouver des particules qui vont plus vite que c, etc. Et puis vous, les physiciens qui accélèrent les particules dans des accélérateurs, pourquoi vous leur donnez pas plus d'énergie ? Si vous le faisiez, vous finiriez par dépasser la vitesse de la lumière. D'accord ? Donc on n'est pas à l'abri d'une surprise et on peut toujours imaginer qu'un jour, la relativité sera violée par l'expérience. D'accord ? Alors, avant de vous donner mon argument décisif, qui va venir dans 5 minutes, je veux revenir à ce que je disais au début. Enfin, presque au début. Je vous ai dit, la question fondamentale, c'est le lien entre le temps et les phénomènes temporels. Or là, je viens de dire, sur la représentation du temps, il y a une contrainte qui a toujours été appliquée, qui est le principe de causalité. Mais vous voyez que pour énoncer le principe de causalité, je suis obligé d'utiliser la notion d'événement. Il y a tel événement que j'appelle la cause, qui produit tel effet, etc. Bon. Et donc,
le principe de causalité, c'est une notion qui fait appel à la notion d'événement temporel. D'accord ? Et donc, quand j'applique le principe de causalité à la représentation du temps, je vais contaminer le temps par des contraintes qui viennent des phénomènes. D'accord ? Et la question, c'est jusqu'à quel point la contamination s'effectue-t-elle ? D'accord ? Est-ce que le temps n'est qu'une façon de dire les phénomènes ? Ou est-ce que les phénomènes ont leurs propriétés particulières et se déroulent dans le temps ? D'accord ? Voilà le genre de questions que peut-être Marc va aborder, parce que Marc, il pense que bientôt, on pourra fonder une physique qui sera sans temps, mais causale. C'est-à-dire, on pourrait, à l'échelle microscopique, à l'échelle des particules, même plus petit que ça, développer la notion d'événement selon des réseaux qui soient hors du temps. C'est-à-dire, vous avez différents événements, et vous allez tracer des flèches entre ces événements en disant, voilà, le premier est la cause du second, le second est la cause du troisième, etc. Vous allez créer un enchevêtrement de causes sans utiliser la notion de temps. Et puis, il y a des gens qui pensent que quand on regarde ce genre de phénomène à une échelle plus grande, on voit apparaître le temps lisse et continu de la physique. Autrement dit, dans cette conception-là, le temps est une notion qui émerge d'un monde causal sans temps. D'accord ? Donc, au lieu que le temps soit là et contraint par la causalité, qui est une contrainte extérieure, eh bien, le temps est simplement une émanation d'un monde causal qui n'est pas temporel. Bon, je vous vois un peu perplexe, mais on ne va pas trop développer ça. Mais c'est pour vous dire que la question temps, phénomène temporel, c'est une question cruciale. Alors maintenant, j'en viens au point, à mon avis, le plus intéressant. D'ailleurs, c'est l'heure de la deuxième mi-temps. C'est d'aller un peu plus loin et d'aller voir des situations qui ont lieu au XXe siècle, pendant lesquelles la causalité s'est exprimée non pas comme en relativité sous la forme d'une impossibilité, mais de façon positive. C'est-à-dire la contrainte de causalité a conduit à des prédictions qui ont pu être vérifiées. D'accord ? Et le contexte est assez simple à raconter. Dans les années 1920, les physiciens connaissaient déjà bien le rayonnement cosmique, qui avait été découvert bien avant. Ils avaient la relativité restreinte d'Einstein, donc ils avaient une cinématique pour les particules très rapides, les particules dont les vitesses sont proches de la vitesse de la lumière. Et ils avaient, pour ce qui est des particules, des atomes notamment, ce qu'on appelle, enfin ce que j'ai appelé, ce que tout le monde appelle la physique quantique. D'accord ? Qui est une physique qui décrit, disons, le comportement des atomes, des particules qui les constituent, comment les atomes émettent de la lumière, etc. D'accord ? Et donc, la physique quantique décrivait les petits objets, d'accord ? Et la relativité décrivait les objets rapides. D'accord ? Mais la physique quantique n'obéissait pas au principe de la relativité, et la relativité n'obéissait pas au principe de la mécanique quantique. Or, dans le rayonnement cosmique, il y a des particules, dont des objets tout petits qui sont redevables de la physique quantique, et ces particules sont très rapides. Vous savez, dans le rayonnement cosmique, il y a des particules qui vont quasiment à la vitesse de la lumière. Et les physiciens se demandaient, mais comment est-ce qu'on va décrire ces particules qui sont à la fois très petites, donc redevables de la physique quantique, et très rapides, donc redevables de la cinématique d'Einstein. D'accord ? Ils se sont dit, il faut, c'était en 1927-28, il faut marier physique quantique et relativité. Comment faire ? On ne sait pas, il n'y a pas de guide, il n'y a pas d'expérience pratiquement, il n'y a pas de phénomène qu'on puisse utiliser pour avoir des idées théoriques. Il y a pas mal de physiciens qui sont intéressés à ça, qui ont suivi des pistes différentes. Et puis en 1928, l'un de ces physiciens, qui s'appelle Paul Dirac, d'origine française, avec des arguments assez étranges d'ailleurs, il était platonicien, c'est-à-dire il pensait que les équations justes, les équations vraies, étaient les belles équations. Donc il se disait, je vais trouver une belle équation. Comme vous savez, sans doute, Dirac était autiste, parlait très peu, au point qu'en Angleterre, ils ont une unité de débit verbal qui est le Dirac. Un Dirac, c'est un mot par an. D'accord ? Et Dirac, il est à 2 kilos Dirac, pas plus. D'accord ? Il répondait par oui ou par non aux questions. Parfois, il était un peu plus bavard, et quand on lui demandait, mais qu'est-ce que c'est une équation belle pour toi ? Et il répondait, si tu es mathématicien, tu comprends ce que ça veut dire. Si tu ne l'es pas, je ne peux pas te l'expliquer. D'accord ?
Bon, si ça vous intéresse, on pourra aller un peu plus loin parce qu'il a quand même écrit des choses et on pourra ensuite discuter de ce qu'on appelle une belle équation. Mais il voulait une équation qui résiste à beaucoup de transformations, qui soit riche en invariants, etc. Et qui satisfasse au principe de la cinématique relativiste et qui en même temps décrive les particules par des fonctions d'onde comme le fait la physique quantique. D'accord ? Et il a trouvé son équation, enfin une équation, qui maintenant porte son nom, l'équation de Dirac, en 1928. Et avec cette équation, il a résolu le problème de l'atome d'hydrogène. Il a calculé les énergies possibles de l'électron dans l'atome d'hydrogène. C'est un calcul qui avait déjà été fait par Schrödinger avec l'équation de Schrödinger, qui n'est pas relativiste. Et Dirac refait ses calculs avec une équation qui est relativiste, c'est-à-dire qui tient compte du fait qu'un électron dans un atome, il n'a pas une vitesse si négligeable que ça par rapport à la vitesse de la lumière. Et il trouve des résultats qui sont parfaitement en accord avec l'expérience, qui sont même mieux en accord que les résultats que donnait Schrödinger. Donc il a pris confiance dans son équation, d'accord ? Et puis, après il a continué ses travaux en 28-29, et là je vais vous raconter l'histoire, mais c'est pas, je reprends pas le cheminement historique qui a été très long, très compliqué, donc je triche avec l'histoire pour que ce soit un peu plus simple. Ensuite enfin ça c'est de la fiction, mais ça revient au même, d'accord ? On va faire ce qu'on appelle un docu-fiction, d'accord ? Donc, imaginez que Dirac, ça c'est Einstein, voilà une collision de particules à haute énergie que Dirac n'a pas pu voir, ça s'est fait au CERN il y a quelques années. Bon, en gros, vous avez une particule qui arrive ici, une particule qui arrive dans le sens inverse, collision, E égale mc2, donc l'énergie cinétique des particules se matérialise et ça donne de nouvelles particules dont on voit ici les traces. D'accord ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est je prends une seule de ces particules. Une. Et je considère l'événement suivant. Cette particule est créée ici. Elle vit un certain temps et elle se désintègre en particules plus légères. D'accord ? Et c'est ce phénomène-là que je veux comprendre, étudier, caractériser. Et Dirac, dans mon docu-fiction, va s'intéresser à ça. D'accord ? Et il fait ses calculs, etc. Il trouve que ça a l'air de bien se passer. Donc il voit une particule apparaître dans les calculs, elle vit un certain temps, elle disparaît, etc. Et maintenant il se pose la question, qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui n'est pas immobile dans mon laboratoire, mais qui traverse la pièce dans la même situation que ce que j'évoquais tout à l'heure. Et là il voit que dans son calcul, pour certains observateurs, la chronologie est inversée. C'est la même histoire que les lampes. Souvenez-vous la première expérience, il y en a un qui voyait celle-ci s'allumer, puis celle-là, puis l'autre c'était celle-ci, puis celle-là. D'accord ? Les chronologies étaient inversées selon le signe de la vitesse de l'observateur. Et bien là, il retombe sur le même truc, et il voit que pour certains observateurs, eh bien, la particule disparaîtra avant d'être apparue. Chronologie inversée. D'accord ? Donc, je ne sais pas s'il y a des théoriciens dans la salle, j'espère qu'il n'y en a pas, parce que je vais dire des choses un peu sommaires et qui vont juger monstrueuses. Mais quand vous avez ce genre de truc dans vos équations, votre premier réflexe, c'est de dire mes équations sont fausses. Parce qu'elles prédisent que le temps n'existe pas, plutôt qu'il est arbitraire, il dépend de l'observateur. La chronologie des événements elle peut être modifiée quand on change l'observateur qui regarde les phénomènes qui m'intéressent. D'accord ? Donc, le temps est lié à notre subjectivité. Ok ? D'ailleurs, je crois que Dirac, il a eu des doutes, il n'a pas eu confiance, il a parfois douté de son équation. Mais il s'est dit, si je vois ce genre de choses dans mes calculs, c'est que mon équation n'est pas causale. Elle ne respecte pas le principe de causalité. D'accord ? Donc je vais modifier mon équation de telle sorte que pour tous les observateurs, quelle que soit leur vitesse, si moi je vois dans mon référentiel une particule apparaître qui ensuite disparaît, tous les observateurs verront cette chronologie se dérouler dans le même sens. D'accord ? Donc il trafique un peu son équation. Bon, le calcul est un peu compliqué, mais il est fait dans tous les bouquins de théorie des champs. On joue avec les commutateurs de création, l'opérateur création-annihilation, etc. Donc là, je ne parle pas d'expérience. On est dans les calculs. Il prend son équation initiale et il lui ajoute comme contrainte la causalité. D'accord ? Et il s'aperçoit que, en plus des solutions qu'il avait auparavant, apparaissent de nouvelles solutions
à son équation, qui n'était pas là quand la causalité n'était pas mise dans l'équation. Ces nouvelles solutions correspondent à des énergies négatives. Qu'est-ce que c'est qu'une énergie négative? Il publie ça en 1929. Aussitôt, les plus grands physiciens de l'époque, comme Heisenberg, Schrödinger, lui tombent dessus en lui disant « c'est une honte que tu oses prétendre l'existence de particules d'énergie négative ». Et d'une certaine façon, ils avaient raison. Parce qu'une particule d'énergie négative, c'est une particule qui, lorsqu'on l'immobilise, a une masse négative. Si elle a une masse négative, ça veut dire que si on lui donne un coup de poing comme ça, au lieu que son accélération soit dans le sens de la force, comme on a tous appris à l'école, c'est l'inverse qui va se passer. On donne la force comme ça et la particule vient comme ça. L'accélération et la force sont de signes opposés. Et on a là un comportement qui n'a jamais été observé autour de nous. Sauf peut-être les mules, quand vous tirez sur la mule. Non, mais il n'y a plus de mules. D'accord? Donc, voilà. On met dans les équations, on voit apparaître plutôt dans la solution des équations, un objet qui a un comportement que personne n'a jamais vu. D'accord? Alors c'est une très grande histoire, une histoire passionnante. Dirac s'est dit que c'était peut-être le proton qu'il voyait là, mais bon, on va oublier ces détails historiques. Pour revenir à l'année 1931, donc à peu près 2 ans après, où Dirac comprend qu'une particule d'énergie négative, du point de vue mathématique, on est toujours dans les équations, se comporte comme une particule qui remonte le cours du temps. Énergie négative, ça veut dire remonte le cours du temps. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire une particule qui remonte le cours du temps? Moi, j'en sais rien. On peut se poser la question de savoir comment on peut interagir avec une particule qui remonte le cours du temps. Mais la grande idée de Dirac, c'est de montrer que l'on peut réinterpréter, dans le formalisme, une particule d'énergie négative qui semble remonter le cours du temps comme étant une antiparticule d'énergie positive qui suit le cours normal du temps. Vous me suivez? D'accord? Ça veut dire, je résume, je prends une équation qui marie physique quantique et relativité. Si je fais les choses naïvement, ce mariage ne respecte pas la causalité. Donc le temps a l'air d'être un truc arbitraire. Je me dis que c'est incomplet, donc je rajoute la contrainte de causalité, je modifie les équations. Ayant fait cela, je prédis l'existence d'antiparticules, c'est-à-dire de particules de même masse que les particules habituelles, mais de charge électrique opposée. En l'occurrence, Dirac ne pensait qu'à l'électron, et il prédisait donc l'existence du positron, de même masse que l'électron, et de charge électrique positive, puisque l'électron a une charge négative. D'accord? Et là, ça devient intéressant. Parce que dès lors, de deux choses l'une, ou bien les antiparticules existent, et Dirac avait eu raison de mettre la contrainte de causalité, puisque c'est elle qui a permis de décrire ces antiparticules. Ou bien les antiparticules n'existent pas, et ça veut dire que la contrainte de causalité était une contrainte émanant du cerveau d'un théoricien, mais qui n'a aucune contrepartie dans la nature. D'accord? Et donc là, on pouvait trancher de façon propre la question de la causalité. Est-ce que c'est une loi liée à notre subjectivité d'observateur, ou est-ce que c'est une loi de la nature? Il publie ça en 1931, et un jeune physicien américain qui s'appelle Carl Anderson, en 1932, il est alpiniste, comme tous les physiciens de l'époque, puisqu'il fallait monter les détecteurs au sommet des montagnes pour avoir du rayonnement cosmique. Maintenant, ils vont dans les grottes pour se protéger du rayonnement cosmique. C'est des gens pas très fiables pour ce qui est de leur sport favori. Bon, enfin bref, à l'époque, il a monté une chambre de Wilson, c'est-à-dire un détecteur au sommet d'une montagne du Pasadena, et il a vu des traces de particules qui tournaient de façon opposée à la courbure des électrons. D'accord ? Et en fait, il a découvert le positron en 1932. Alors, dans tous les livres de physique, on vous dit, Dirac a fait sa prédiction, Anderson l'a lu, a voulu la vérifier, est monté sur sa montagne, il a détecté le positron. Si vous lisez le discours de Nobel de Anderson, parce que tout le monde a le prix Nobel dans cette histoire, eh bien, Anderson dit qu'il n'avait jamais lu l'article de Dirac, qu'il n'avait jamais entendu parler de Dirac, et qu'il a fait cette découverte parfaitement par hasard. D'ailleurs, dans son article, il dit que les traces qu'il a observées correspondent à des particules qui font 1/20 de la masse du proton, alors que Dirac avait prédit que le positron avait la même masse que l'électron, c'est-à-dire 1/2 de la masse du proton. Donc, il est à peu près clair qu'il n'avait pas lu Dirac. Et donc, le positron existe, l'antimatière existe, c'est-à-dire toutes les
à toutes les particules sont associées des antiparticules. Et si vous m'avez suivi, les antiparticules, ou l'antimatière, c'est la preuve matérielle, ou plutôt antimatérielle, qu'il existe quelque chose dans l'univers dans lequel on ne peut pas voyager, et que je propose d'appeler le temps. D'accord ? L'antimatière, c'est la preuve que les voyages dans le temps, d'une certaine façon, qui permettraient d'inverser les chronologies, sont impossibles. D'accord ? Donc vous voyez que dans cette situation, le temps se donne à nous de façon négative. Je ne peux pas vous dire ce qu'est le temps. Je peux vous dire qu'il existe quelque chose dans lequel on ne peut pas voyager. Donc j'ai répondu au sujet de bac. D'accord ? Vous pouvez toujours donner un sens à l'idée que vous pourriez échapper au temps. Donc vous pouvez faire une philosophie qui vous permette de croire que vous échappez au temps, mais la physique vous dit que c'est parfaitement illusoire. D'accord ? Vous êtes emprisonné dans l'instant présent. Vous ne pouvez pas modifier votre position dans le cours du temps. Moi je trouve pas ça triste, il y a des gens, d'ailleurs vous faites la tête dès lors qu'on casse ce rêve, mais je vous fais remarquer qu'il n'est même pas nécessaire d'envisager la physique pour répondre à cette question. Vous pouvez répondre à cette question sans même faire de la physique. Il suffit de lire. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle un voyage dans le temps ? Est-ce que ça veut dire changer d'époque sans changer d'âge ? C'est-à-dire, vous êtes là en 2006 et puis brutalement, on vous projette, je sais pas moi, à la bataille d'Alésia. D'accord ? La question c'est, est-ce que vous pouvez agir sur la bataille d'Alésia ? Donner une mitraillette à Vercingétorix, etc. Si vous faites ça, vous changez le cours de l'histoire qui va suivre. Et peut-être que cet événement va vous empêcher de naître. D'accord ? Donc, ça c'est un voyage dans le temps qui viole la causalité. Il est impossible, d'après la physique. Ou bien vous allez voir Vercingétorix mener sa bataille, mais vous ne pouvez pas l'aider, vous êtes spectateur. Ça s'appelle le cinéma, d'accord ? Il y a une deuxième version, c'est, ça c'est plus moderne, c'est changer d'âge sans changer d'époque. Chirurgie esthétique, crème, etc. C'est vain pareil, c'est vain. Vous pouvez changer d'apparence, mais vous ne pouvez pas changer d'âge. D'accord ? Mais vous voyez comment l'imprécision du langage que j'évoquais en préambule sert pour toutes sortes de publicités qui mélangent temps, vieillesse, mouvement, etc. Bon. Donc là, j'ai répondu à au premier aspect de la définition que je proposais. Le temps est une prison. Voilà, nous sommes prisonniers de l'instant présent. Et pour vous en convaincre, c'était ce que je voulais dire à l'instant, il suffit de lire les romans de science-fiction qui racontent des voyages dans le temps. Alors, vous en connaissez plein, il y a des films. Il y a un film de René Clair qui s'appelle C'est arrivé demain, qui est à mon avis le chef-d'œuvre du genre, mais il y a les Visiteurs, il y a des romans comme Ripley, etc. Bon, lisez-les, c'est passionnant. Et vous verrez qu'aucun n'échappe à la règle suivante. C'est que pour raconter un voyage dans le temps, il faut mettre en scène deux temps. C'est-à-dire le temps du voyageur temporel et le temps dans lequel il voyage. D'accord ? Si ces deux temps sont confondus, quand on dit qu'il n'y a qu'un temps, ben, il n'y a plus de voyage dans le temps. D'accord ? Donc pour raconter un voyage dans le temps, il faut mettre en scène deux temps. Dès lors que la physique dit qu'il n'y a qu'un temps, il devient cette chose dans laquelle on ne peut pas voyager. D'accord ? Donc, si vous voulez, je ne dis pas qu'il y a impossibilité des voyages dans le temps comme ça, simplement parce qu'on a lu les romans de science-fiction. Je dis simplement qu'il est impossible de raconter verbalement un voyage dans le temps sans mettre en scène deux temps. Vous pouvez essayer, vous verrez. Il y a toujours un deuxième temps qui apparaît. Parce qu'il faut que finalement, le temps du voyageur temporel se désolidarise du temps dans lequel il voyage. D'accord ? Bon, alors ensuite, j'ai dit le temps est une prison à roulettes. Et la question, c'est qu'est-ce qui fait que ça avance ? D'où vient l'impression que nous avons que le temps passe ? D'accord ? Et alors là, il y a finalement, comme j'ai déjà beaucoup parlé, je vais aller assez vite, mais il y a en fait trois façons de répondre à cette question. Il y a une quatrième façon qui est de ne pas s'y intéresser, de ne pas répondre.
Bon, mais parmi les gens que ça intéresse, il y a finalement deux catégories de physiciens, et la première catégorie est divisée elle-même en deux. D'accord ? Il y a les physiciens qui ont pris acte de la relativité restreinte et aussi de la relativité générale. Et ces gens-là disent que la vraie structure qui permet de comprendre les phénomènes physiques, c'est non pas le temps, c'est pas non plus l'espace, c'est ce qu'on appelle l'espace-temps. D'accord ? Et l'espace-temps, il se présente en relativité restreinte comme un bloc rigide dans lequel le temps n'est pas orienté. C'est-à-dire, l'espace-temps n'est pas l'objet d'un flux temporel. D'accord ? Et ces gens-là disent que finalement, soit le temps n'existe pas, soit il est une illusion que nous fabriquons nous-mêmes. Leur conception, alors peut-être pour en dire un peu plus, je devrais d'abord vous poser une question. À votre avis, est-ce que le futur existe déjà dans l'avenir ? Bon, voilà une première question intéressante. D'ailleurs, les voyages dans le temps, c'est souvent dans le passé, parce qu'on est sûr qu'il a eu lieu le passé. Les voyages dans le futur, c'est du sport, là, parce que le futur, peut-être qu'il n'existe pas encore. Et un voyage dans le futur, c'est peut-être un voyage dans le néant. Bon. Alors, maintenant, posez-vous donc la question, est-ce que le futur existe déjà dans l'avenir ? Par exemple, demain. Demain, c'est où ? Est-ce que demain existe déjà là, quelque part, à nous attendre ? Ou est-ce que demain va apparaître parce que l'instant présent va se renouveler, fabriquer constamment des nouveaux maintenant qui vont nous amener à demain ? D'accord ? Oui, alors, je ne dis pas que la physique répond à cette question, mais ça détermine une philosophie de l'avenir pour chacun d'entre nous. Si vous considérez que l'avenir existe déjà, il n'y a plus de libre arbitre, il n'y a plus de liberté, l'agir n'a pas d'impact, tout est déjà décidé d'une certaine façon. D'accord ? Ou bien vous considérez que l'avenir est ouvert et que finalement le temps refabrique l'univers à chaque instant présent. D'accord ? Les gens qui s'inspirent plutôt de relativité restreinte ou générale, ils penchent plutôt pour dire que finalement le futur existe déjà, le passé est encore là, et finalement c'est nous, observateurs, qui suivons des lignes d'univers, qui nous donnent l'impression que le temps passe. Mais en fait, nous parcourons un territoire qui est là de toute éternité. D'accord ? Donc l'espace-temps est parfaitement statique, et c'est nous qui parcourons l'espace-temps parce que nous avons des trajectoires d'observateurs dans l'univers, et nous avons l'impression que le temps passe de la même façon que lorsque nous prenons le train, nous avons l'impression, en regardant au travers des vitres, que le paysage bouge. C'est notre mouvement qui donne l'impression que le paysage bouge. Mais le paysage, en fait, il ne bouge pas. C'est nous créons cette impression. Eh bien, parmi les physiciens qui défendent cette conception, c'est ce qu'on appelle ça la conception de l'univers bloc. C'est un terme qui avait été inventé par Gödel. Univers bloc, c'est-à-dire l'espace-temps, ça forme un bloc. Ce bloc n'est pas temporalisé en lui-même. C'est nous qui y introduisons de la temporalité. D'accord ? Eh bien, parmi les physiciens qui défendent la conception de l'univers bloc, il y a ceux qui pensent que le passage du temps est produit par notre cerveau. C'est notre subjectivité, parce que nous avons un cerveau qui est un système thermodynamique violemment, hors d'équilibre, etc. Nous produisons une différenciation entre le passé et l'avenir. Et donc le temps, ou l'impression que le temps passe, est un produit de notre subjectivité. Donc celui qui défend ça aujourd'hui, c'est Thibaut Damour, par exemple, en France, qui cite lui-même Kant et qui s'inspire des théories kantiennes selon lesquelles le temps est un a priori de notre sensibilité. D'accord ? Et puis dans la même catégorie des physiciens qui défendent l'univers bloc, il y a Marc Lachaiseray, qui lui dit même pas que le temps est un produit de notre subjectivité, qui dit que l'idée d'un passage du temps est le produit illusoire d'une métaphore trompeuse, qui est celle du fleuve. D'accord ? Donc il vous dira ça mieux que moi, mais voilà en gros les deux catégories de réponses pour ceux qui pensent que l'espace-temps non temporel de la relativité restreinte résout la question du temps. Et puis il y a une troisième catégorie qui est la catégorie de ceux qu'on pourrait appeler les présentistes. C'est ceux qui disent non, l'avenir n'existe pas déjà, l'avenir est fabriqué en permanence par la production même du présent. Nous allons vers l'avenir en grignotant pas à pas, instant après instant, le monde qui sera plus tard le monde futur. D'accord ?
Et ces gens disent que, en fait, il faut penser à un espace-temps dynamique. Donc il y a beaucoup d'articles en ce moment qui sortent là-dessus. C'est-à-dire un espace-temps qui n'est pas d'emblée joué, qui n'est pas un territoire qui est présent de toute éternité, mais imaginez que l'espace-temps se construit au fur et à mesure de l'écoulement du temps. D'accord ? Et donc c'est trois écoles, si vous voulez, qui répondent chacune à sa façon à la question de savoir qui pousse cette prison à roulettes que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, je m'arrête là.